Alors, nous allons commencer par étudier les ondes transversales. Alors, d'abord, on va revoir rapidement le petit film que je vous ai demandé de regarder. Donc voilà, on voit ici effectivement le scientifique voilà, qui fait le mouvement de l'onde transversale. Et qu'est-ce qu'on peut constater ici? C'est qu'effectivement, son bras va aller de bas en haut, donc comme ceci. Or, on a vu, donc ici ils vont nous montrer, voilà, que le mouvement qu'il effectue, il va bien être perpendiculaire par rapport à l'onde, donc qui se trouve ici. On constate également que l'onde va aller de droite à gauche, comme ceci. Et on voit bien que, effectivement, donc, le mouvement est perpendiculaire par rapport à l'onde. Alors, ce qui est aussi important de regarder, ce sont ici les petits points. Donc, si vous regardez par exemple une spire du ressort, on va constater, si on le remet en route, regardez bien, que ça va aller de part et d'autre de la position d'équilibre. Donc, si on reprend ici, on peut dire qu'une onde transversale, eh bien, elle va être perpendiculaire par rapport au sens de l'onde. Un autre exemple ici, c'est celui du canard. Donc, on va avoir une goutte d'eau qui va tomber. Elle forme donc une onde. Et qu'est-ce qu'on constate? Effectivement, que l'onde va passer, mais que le canard, lui, va effectuer un mouvement de bas en haut, mais qu'il ne va pas se déplacer avec la vague. On constate également que le requin qui se trouve en dessous, bon, c'est sûr, il y a une aberration parce que les canards ne sont pas aux endroits où vous avez les requins, mais en tout cas, on constate que le requin, lui, il n'y a pas de problème. Alors en fait, ici, on peut vraiment comparer cette onde, par exemple, à un tsunami. Lorsqu'il y a eu le tsunami assez grave à Phuket, il y a quelques années maintenant, en fait, qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est qu'on a eu effectivement une onde de choc qui a produit une onde transversale. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas mal de gens le matin, enfin, il y a eu des touristes en tout cas, qui étaient à leurs hôtels et qui avaient commandé une plongée sous-marine. Et donc, le matin, ils sont partis en bateau, au large. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés au large, eh bien, leur bateau a été effectivement ici. Eux ont plongé. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant que la vague est passée, eh bien, eux, ils ont fait ce mouvement de va-et-vient dans l'eau. Et donc, en fait, ils n'ont absolument pas senti cette vague, puisqu'en fait, quand ils regardaient vers le haut, le bateau se trouvait toujours à la même distance. Et donc, effectivement, pour eux, eh bien, quand ils sont revenus à la plage, ça a été vraiment un étonnement total, puisque, effectivement, ils n'avaient pas du tout senti la vague en pleine mer. Maintenant, on va parler donc des ondes longitudinales. Alors ici, en fait, on voit déjà que le scientifique et la dame donc, se sont placés de nouveau de part et d'autre du ressort. Et là, à ce moment-là, on constate que le scientifique va effectuer de nouveau un mouvement de va-et-vient. Seulement, on constate que cette fois-ci, le mouvement va être parallèle à l'onde. D'accord? Donc en fait, si vous voyez bien, donc en fait, le ressort est comme ceci. D'accord? Et le mouvement effectué par le scientifique est de va-et-vient et on voit bien qu'il est parallèle. Donc si on prend ici le mouvement, on va là, on constate bien que le déplacement, d'accord, et la propagation de l'onde donc sont parallèles. Contrairement à l'onde transversale où on voit que le déplacement va être perpendiculaire à la propagation de l'onde. Alors, ici, il est donc dès lors maintenant possible de déjà comparer les deux ondes. Donc effectivement l'onde transversale, on l'a dit. Ici si on doit voir comment est le déplacement de la perturbation par rapport à la propagation de l'onde, eh bien pour l'onde transversale, le déplacement est perpendiculaire par rapport à la propagation de l'onde, tandis que pour l'onde longitudinale, le déplacement est parallèle par rapport à la propagation de l'onde. Et donc on va voir également que le déplacement de la matière va toujours s'effectuer de part et d'autre de la position d'équilibre. Donc dans l'onde transversale, on voit bien effectivement que ça va se faire
perpendiculairement ici et de part et d'autre de la position d'équilibre. Et lorsque l'on prend l'onde longitudinale, cette fois-ci, eh bien par exemple, si on prend cette spire-là du ressort, on constate également que ça va aller de part et d'autre de la position d'équilibre. D'accord? Donc ici, c'est sa position d'équilibre. Et on voit bien que la spire, elle va de part et d'autre. Lorsqu'il n'y a plus d'énergie qui passe, tout simplement, la spire va revenir à sa position d'équilibre et va s'arrêter. Alors, quelle sera la réaction de la spire du ressort lorsque une seule perturbation passe? Eh bien, en fait, la perturbation va passer. Et puis, effectivement, bien, comme il y a un manque d'énergie, il n'y a plus d'énergie qui se passe, en fait, la spire du ressort, elle va revenir simplement à sa position d'équilibre. Et donc, en fait, le mouvement va totalement s'arrêter. Donc, pour l'onde transversale, on a vu bien une vague, effectivement, est une onde transversale. Par contre, pour l'onde longitudinale, ce sera plutôt un son. Alors en fait, toutes ces petites expériences, qu'est-ce qu'elles vont permettre? Elles vont permettre effectivement de déterminer que pour avoir un son, par exemple, ou une onde, en tout cas en général, il lui faut de la matière. Donc quelle que soit cette matière, il lui faut de la matière. Par exemple, dans l'onde transversale avec la vague, eh bien, c'est l'eau qui va permettre vraiment de transporter, en tout cas qui va en tout cas permettre que l'onde se forme. Mais attention, le canard montre bien, donc si le canard c'est la matière, donc ce sont les molécules d'eau. On voit bien que les molécules d'eau, elles vont aller de part et d'autre de leur équilibre, mais en fait, elles ne vont pas se déplacer. Donc elles vont transporter l'onde, mais elles ne vont pas se déplacer avec cette onde-là. Et c'est exactement la même chose pour l'onde longitudinale. Donc par exemple ici, on voit que effectivement la spire, elle va aller de part et d'autre, comme ceci. Mais par contre, on voit bien que la spire, elle reste par rapport à sa position d'équilibre, mais elle ne va pas passer de l'autre côté. Donc en fait, elle ne va pas aller là et puis elle ne va pas suivre cette onde. Elle va toujours rester à sa place. Et lorsqu'il n'y a plus d'énergie, eh bien elle s'arrête. Donc ce qui est vraiment fondamental ici, c'est de bien comprendre que la matière, en fait, elle ne va pas bouger. Donc en fait, l'onde va avoir besoin de cette matière, mais que cette matière ne va pas se déplacer. Donc ça, c'est vraiment important. Elle ne va pas donc se déplacer. Par contre, l'énergie, elle, va bien se déplacer. Donc ici, si on doit prendre l'énergie, regardez, hop, ici on va avoir l'impulsion qui est donnée. L'énergie va passer à la jaune, qui va passer à la mauve, qui va passer à la verte, puis à la bleue, de nouveau à la rouge, à la jaune, à la mauve, à la verte, à la bleue et jusqu'à la rouge. Ici, il faudra vraiment être super attentif quand on dit qu'effectivement l'onde va avoir besoin de matière pour se propager, mais ne va pas la transporter. Donc elle en a besoin, mais elle ne la transporte pas. Par contre, c'est tout à fait différent pour l'énergie. D'accord? Donc on lui dit effectivement, c'est que quand une onde va se propager, il va y avoir un transfert d'énergie, mais pas de transport de matière. Et là, vraiment, je veux vraiment insister là-dessus qu'il n'y a pas de transport de matière. Donc l'onde en a besoin de la matière pour se propager, mais attention, elle ne va pas se déplacer. Par contre, l'énergie, bien. Donc ça, c'est vraiment ultra important à bien comprendre. Alors bien sûr, ici donc dans le C'est pas sorcier, il vous montre très bien comment ça va se propager du spire à une autre. Donc je vous remontre le petit passage de la vidéo. Cette vibration fait vibrer l'air avoisinant. Concrètement, les molécules qui composent l'air subissent une surpression avant de se détendre. En fait, elles se poussent les unes les autres et ce mouvement se transmet de proche en proche. Voilà, donc ici, effectivement, on voit très bien donc, ce transfert d'énergie qu'il a voulu montrer. Donc effectivement, où la première boule donne son énergie à la deuxième, et puis ainsi de suite, donc jusqu'au bout en fait. Donc effectivement, l'explication donc, de Jamie pour dire comment se propage un son qui est produit par des vibrations de la membrane d'un baffle, et bien voilà, donc il a dit, le baffle, effectivement, il va faire vibrer l'air, donc qui touche, si vous voulez, directement la membrane. Donc vous devez imaginer que les petites boules, ça représente les molécules d'air, et donc en fait, quand cette vibration arrive, en fait, donc quand cette membrane va bouger, elle va faire bouger l'air en même temps. Et donc, effectivement, on va avoir une surpression. Pourquoi une surpression? Eh bien, parce qu'on va avoir un endroit où on va avoir beaucoup de molécules et à d'autres endroits où on va en avoir beaucoup moins. Donc, elles vont se rapprocher là où il y a une surpression et lorsqu'elles vont s'éloigner, on va justement avoir une dépression. D'accord?
Et donc effectivement, toutes ces molécules vont se pousser les unes les autres et de proche en proche. Alors là où on va pouvoir trouver justement bien, une surpression, donc c'est-à-dire une pression beaucoup plus importante, c'est là où on va retrouver par exemple beaucoup de spires du ressort. Donc ici par exemple, on va retrouver une surpression. Et donc effectivement, on voit qu'il y a plusieurs spires du ressort. Par contre, si on prend ici entre la rouge et la jaune, eh bien, on voit qu'elles sont vraiment nettement plus éloignées. Et donc là, on va parler plutôt d'une dépression. Donc si on va dans ce schéma-ci, par exemple, on voit très bien la surpression et puis la dépression qui est ici, où les spires sont vraiment extrêmement éloignées. Alors, à la page 7, il est demandé comment est représentée une onde. Eh bien, en fait, elle est représentée comme ceci. Voilà. Alors, en fait, cette onde qui est très caractéristique, on appelle ça une onde sinusoïdale. Alors, c'est un nom un peu barbare, mais voilà, c'est le nom que ça a. Et donc, en fait, ici, si vous voulez, quand vous avez beaucoup de pression, vous devez imaginer que là, on a un graphique, d'accord, ici. Et donc là, on a peu de pression. Et puis là, on a beaucoup de pression. Quand on a beaucoup de pression, c'est ce qu'on a dit, c'est que les molécules d'air, elles sont très rapprochées les unes des autres. Par contre, quand on a une petite pression, effectivement, c'est que les molécules d'air sont nettement plus éloignées. Et donc, en fait, tout simplement, eh bien, vous devez imaginer cette pression. Donc, on va avoir ici très peu de pression. Puis là, on monte. On voit que les molécules d'air se rapprochent de plus en plus. Donc, on va avoir une pression très haute, donc une surpression. Et puis, effectivement, les molécules vont à nouveau s'écarter. Donc, la pression va diminuer jusqu'à atteindre un palier nettement plus bas où on va avoir donc une dépression. Et en fait, le son, eh bien, c'est cette représentation, effectivement, de surpression et de dépression qui vont se faire constamment. Et donc, ce mouvement, on appelle ça une onde sinusoïdale. Et donc, la réponse à la question de comment est représenté un son, un son est représenté sous la forme d'une onde sinusoïdale qui est une succession de pression et de dépression. Alors ici, pour identifier une zone de pression dans les spires du ressort de la page 5, je vous propose de revenir un petit peu en arrière sur l'explication donc où je vous ai expliqué où vous pouviez les trouver.